Bonjour à tout le monde. On laisse encore quelques instants aux dernières personnes pour se connecter. Donc bienvenue à ce webinaire destiné à la campagne d'affectation des docteurs juniors à venir. Ce webinaire est destiné aux responsables de terrain de stage. On va commencer par se présenter. Donc je commence. Donc professeur Olivier Palombi. Je suis neurochirurgien, anatomiste au CHU, neurochirurgien et anatoprof d'anat, et vice-président de l'UNES. Et je suis accompagné par Luc Mouton. Bonjour à toutes et à tous. Donc Luc Mouton, moi je suis interniste. Je suis actuellement président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine et missionné avec le professeur Benoît Weber, qui est doyen à Rouen, pour le comité de suivi de la réforme du troisième cycle. Et c'est à ce titre que je participe aujourd'hui à ce webinaire. Donc on va vous proposer de débuter la réunion par une présentation de cette campagne avec le cadre un petit peu général. Et puis on aura un moment assez long d'échange, questions-réponses. Donc dans l'interface que vous avez sur le côté ou en haut en bas la possibilité de déposer des questions. On vous invite à poser vos questions par écrit, ça nous permet d'en garder la trace et de répondre, si besoin. Du coup, là, je vais partager mon écran, donc vous voyez à peu près l'ordre du jour aujourd'hui. Juste pour information, j'ai mis en place un lien YouTube là, sur lequel aussi les gens peuvent se connecter éventuellement. Mais nous sommes assez nombreux là pour faire le webinaire sans souci en ligne. Donc on va aborder à deux voix les points suivants, à savoir un rappel des enjeux et du cadre réglementaire de cette phase assez spécifique de consolidation, de fin d'internat. On va vous présenter la plateforme qui permet de réaliser le processus d'appariement entre les vœux des internes et les classements que vous allez faire. Le calendrier assez précis, assez contraint aussi, des différentes phases successives nécessaires pour aller jusqu'au bout du processus, et puis la phase de questions-réponses dont je vous ai parlé au début. Je vais laisser la parole à Luc Mouton qui va commencer la présentation. Oui, donc merci beaucoup Olivier. Ce diaporama a été conçu donc en collaboration entre l'UNES, la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine, la conférence nationale des doyens de médecine, et puis le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et le ministère des solidarités et de la santé. Et donc, nous allons vous parler de cette phase de consolidation de la réforme du troisième cycle des études médicales et voir comment les futurs docteurs juniors vont pouvoir participer à ce matching permettant leur attribution à un service. Diapositive suivante. Donc, de nombreuses personnes sont concernées par cette présentation. Et là, au premier titre, vous êtes toutes et tous des responsables de terrain de stage, c'est-à-dire que vous avez un agrément pour votre spécialité et vous avez demandé un agrément spécifique pour la phase de consolidation. Vous êtes éventuellement chef de service ou responsable de structure ou éventuellement maître de stage universitaire, c'est-à-dire avec un exercice libéral et un accueil d'un docteur junior sur un site de stage libéral. Bien sûr, les internes en phase d'approfondissement qui sont en train de postuler pour devenir docteur junior sont intéressés au premier point. Les coordonnateurs de DES et leurs doyens, les présidents de commission médicale d'établissement, bien sûr les équipes des directions d'établissement, les agents de scolarité du troisième cycle et bien entendu également les agences régionales de santé. Diapositive suivante. Donc nous avons déjà effectué ces webinaires pour les coordonnateurs agences régionales de santé et
équipe de scolarité du FR, précédemment pour les internes, et maintenant, avec vous, responsable de terrain de stage, nous allons aborder 3 étapes. Une étape de présentation de la phase de consolidation du 3e cycle réformé pour bien comprendre comment cette phase est censée fonctionner. Envisager ensuite les grands principes de l'appariement pour cette phase de consolidation avec une présentation de la plateforme CIMOP Appariement. Et puis ensuite, bien montrer comment chaque participant, c'est-à-dire l'interne dans un premier temps et dans un deuxième temps vous-même responsable de terrain de stage, comment vous pouvez participer à cet appariement pour la phase de consolidation. Diapositive suivante. Pour ceux qui se posent la question, ce diaporama est enregistré et tout le webinaire est enregistré. Nous vous ferons parvenir les réponses aux questions par la suite sous forme écrite, en plus des réponses orales que nous ferons ensuite à vos questions. Alors, de façon très importante, cette réforme du 3e cycle est basée sur un certain nombre de principes fondateurs. Et le mot-clé le plus important, c'est le mot compétence. Et donc, c'est une acquisition progressive des compétences qui sous-entend en fait un encadrement et un partenariat avec le responsable de terrain de stage, un compagnonnage qui sont vraiment très importants. Il y a une progressivité dans la formation. Merci de fermer vos micros. Excuse-moi Luc, j'ai fermé ton micro aussi. Ouais. Luc, tu nous entends? Luc, on t'entend plus. Voilà, oui c'est bon, on doit t'entendre là. Ça y est, je viens de retrouver un micro. Ouais, excuse-moi Luc, j'ai coupé pour tout le monde, j'ai été trop rapide. Tu peux continuer. Je t'en prie. Donc, au-delà de la notion de compétence, la progressivité des acquisitions est très importante et on va voir que cette formation de 3e cycle est divisée en 3 phases. Et dans ce contexte, un suivi de l'étudiant est très important. Et on va voir qu'on arrive finalement à une étape ultime clé dans cette formation qui est la phase de consolidation. Diapositive suivante. Donc, vous voyez ici les 3 phases que vous connaissez bien. La phase socle qui est d'une durée d'1 an, sauf pour la biologie médicale, où elle est d'une durée de 2 ans. Au cours de cette phase socle, c'est une supervision rapprochée, un recrutement large dans la spécialité pour acquérir l'essentiel des connaissances et compétences de base, entre guillemets, la rédaction à la fin de la première année d'un contrat de formation dans lequel l'étudiant fait état de ses objectifs professionnels et peut échanger une première fois avec son coordonnateur pour envisager éventuellement les FST options qu'il envisagerait de faire, voire même le moment auquel il souhaiterait faire un Master 2. L'étudiant rentre en phase d'approfondissement et au cours de cette phase, qui est d'une durée de 2 à 3 ans, il va pouvoir s'inscrire éventuellement à une option s'il y en a dans son DES ou éventuellement à une FST. Et surtout, il va devoir, en plus de l'acquisition progressive des compétences propres à sa spécialité, eh bien, avoir un sujet de thèse et pouvoir travailler à cette thèse pour la soutenir avant le 31 octobre, qui est la date butoir pour pouvoir passer en phase de consolidation. L'évaluation faite, la thèse obtenue, l'étudiant passe en phase de consolidation qui dure 1 à 2 ans, qui est un statut particulier où on va non plus appeler l'étudiant interne, mais docteur junior, avec un numéro d'inscription provisoire à l'ordre des médecins. Et finalement, à l'issue de cette phase de consolidation, eh bien, l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées et la possibilité éventuelle de l'étudiant d'aller vers un poste DES, clinica, poste d'assistant hospitalier ou éventuellement même eh bien, d'aller vers un exercice libéral ou salarié.
Merci de couper vos micros. Ouais. Diapositive suivante. Excuse-moi, Luc, là, il y a quelqu'un qui s'est connecté et qui fait du bruit. J'arrive pas à trouver qui c'est. Je te laisse aller à la chasse. Ouais, j'y vais. Continuer. Donc cette phase de consolidation est une phase très importante qui nécessite une supervision initialement rapprochée puis progressivement plus lâche, permettant la mise progressive en responsabilité du docteur junior pour qu'il puisse acquérir toute l'autonomie nécessaire pour l'exercice de sa spécialité. Diapositive suivante. Et donc cette phase de consolidation va se dérouler dans des lieux agréés. Un certain nombre de services vont pouvoir demander un agrément spécifique pour cette phase de consolidation. Les chefs de service vont avoir en charge d'évaluer initialement à leur arrivée les étudiants pour les encadrer ensuite et les superviser dans l'acquisition progressive de l'autonomie. Cette supervision va être au départ très proche, avec des restitutions quasi immédiates des actes effectués, et puis progressivement plus lâche, avec des restitutions toutes les demi-journées, journées, ou éventuellement en fin de phase de consolidation tous les quelques jours. Et donc, c'est très important de considérer que ce docteur junior n'est plus un interne, n'est pas encore un chef de clinique assistant ou un assistant hospitalier, et donc a un statut spécifique à part, et qu'il consulte, qu'il opère, qu'il fait des gestes techniques en son nom, même s'il est sous la responsabilité du chef de service. Diapositive suivante. Alors, l'appariement, eh bien, c'est un appariement qui est très différent de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent dans le système que nous avons en France, où vous savez que les internes choisissent en fonction de leur rang de classement. Et là, l'affectation se fait avec, d'une part, les vœux de l'interne, mais également aussi eh bien, l'avis du responsable de terrain de stage qui classe les étudiants. Diapositive suivante. Alors, les modalités. On n'entend plus rien. Oui. Ok. Luc, on t'entend plus là. Il y a un problème de micro. J'arrive pas à trouver qui a son micro branché. C'est peut-être un téléphone. Donc là, j'ai maintenant l'œil rivé sur mon micro, donc j'ai vu qu'il devenait rouge et donc j'ai arrêté de parler, donc je n'ai plus rien dit, ne vous en faites pas. Vas-y, tu peux continuer. Et donc, dans cet arrêté du 12 avril, la partie haute, c'est tout ce qui concerne les éléments génériques de cette réforme. La partie basse, ce sont les maquettes des 44 DES. De façon importante, eh bien, l'interne devra avoir rempli au cours de son cursus son contrat de formation actualisé chaque année, qui sera un des éléments clés du dépôt de son dossier sur la plateforme CIMOP Appariement. Et dans ce contrat de formation, l'étudiant fait finalement appel à mentionne son projet professionnel. Et c'est vraiment très important. Merci de couper vos micros. Et ce projet professionnel est un élément clé qui va permettre en particulier aux responsables de terrain de stage que vous êtes, eh bien, de voir quel est finalement l'étudiant qui serait le docteur junior le plus adapté à votre service au moment où vous aurez à classer les candidatures. De manière importante, il y a une dimension contractuelle entre le responsable de terrain de stage et le futur docteur junior. Même s'il n'y a pas de contrat formalisé par écrit, il y a vraiment une dimension de compagnonnage et d'encadrement qui est extrêmement importante. Et donc, clairement, il faut préparer cette procédure de choix. Diapositive suivante, en échangeant entre étudiants et surtout avec les différents responsables de terrain de stage et de voir finalement quel est le terrain de stage dont le projet pédagogique est le plus en adéquation avec les objectifs de l'étudiant en rapport avec son projet professionnel. Je te laisse la parole, Olivier.
Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail relatif à l'algorithme qui est utilisé pour l'appareillement et surtout sur l'ensemble du processus afin que vous compreniez bien la façon dont ça fonctionne et qu'est-ce qu'on attend de façon spécifique de votre part. Le premier élément, c'est que l'algorithme sous-jacent a fait l'objet d'une étude préalable pour trouver celui qui était le plus adapté. Et on n'a pas réinventé la roue, on a pris une solution qui existait déjà, justement pour l'affectation des internes en Écosse, et qui a été utilisée au niveau national pendant de très nombreuses années sur des promotions du même ordre de grandeur que ce qu'on a en France, un peu plus petites, et ça leur a permis de publier là-dessus et d'expliquer. Pour ceux qui s'intéressent sur le plan un peu plus scientifique et qui sont curieux, on est vraiment dans ce qu'on appelle la théorie des mariages stables. Ça a été l'objet d'un prix Nobel pour un économiste et qui fait justement toute une étude sur le fait de matcher des vœux d'un côté et des vœux de l'autre, ou des vœux d'un côté, des classements de l'autre, en essayant d'optimiser au mieux les affectations en fonction des choix de chacun. Donc là, vous avez un article, vous avez le QR code aussi si vous voulez le lire, il est en accès libre. Alors, quel est le principe de cet algorithme? En gros, il est un petit peu bête et méchant, c'est-à-dire qu'il va analyser l'ensemble des possibilités d'appareillement, la quasi-totalité, et va essayer d'optimiser les variables de telle façon à ce que les contraintes qu'on impose au système soient respectées. Les contraintes qu'on impose, c'est vraiment les meilleures solutions pour chaque interne, c'est-à-dire le plus proche possible de ses vœux les plus désirés, les vœux auxquels il a mis 5 cœurs, et en adéquation avec le classement des responsables de terrain de stage de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique en termes de fonctionnement? Une bonne façon de le comprendre, c'est de comprendre la phrase que je vais vous lire, qui nécessite un petit peu de concentration, et qui est la suivante. On garantit à chaque interne qu'il n'existe pas de stage qu'il aurait préféré ou le RTS l'aurait classé avant l'interne affecté à ce stage. En d'autres termes, un interne, s'il rêve d'un stage, et c'est là où il veut aller, s'il ne l'obtient pas, c'est parce qu'un interne a été mieux classé que lui sur ce stage, tout simplement. Et donc, le premier stage qu'il va obtenir où il sera affecté, c'est celui où il a le plus grand nombre de cœurs par rapport à sa liste de choix et où il aura été classé effectivement en rang utile sur le terrain de stage pour être pris. Et donc, ça a une conséquence, c'est qu'il n'y a pas de stratégie possible de la part des étudiants et même des responsables de terrain de stage pour obtenir ce qu'ils veulent. La meilleure des stratégies, c'est vraiment celle de noter vraiment ce qu'on a envie. Vous allez avoir une liste d'internes. Si vous n'êtes pas entendu au préalable avec l'un d'entre eux ou certains d'entre eux, eh bien, on vous invite vraiment à classer sur des critères qui vous sont personnels par rapport au poste que va occuper l'interne, sans autre calcul derrière. L'autre élément qui est très important dans ce qu'on a proposé, c'est qu'un interne peut ne mettre aucun cœur sur un terrain de stage. En d'autres termes, il ne candidate pas sur le terrain de stage et il ne sera donc pas affecté sur ce terrain de stage. Donc les internes sont quand même en position de dire « je ne veux pas aller sur ce terrain de stage ». De la même façon, vous, en tant que responsable de terrain de stage, vous pouvez dire « je ne veux pas de cet interne, je ne le classe pas, je ne souhaite pas qu'il vienne dans mon service ». Donc ça, c'est un processus qui a pour objet que chaque interne ait le sentiment d'être attendu et que ce soit une réalité sur son terrain de stage et réciproquement pour le responsable de terrain de stage. Et ça sous-entend aussi quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les ententes préalables. Et si vous avez bien compris le système, il est tout à fait possible, si vous avez une entente préalable avec un interne donné, de décider par vous-même que vous allez le classer premier, sans ex-aequo, et que lui allait mettre 5 cœurs sur votre terrain de stage, sans mettre d'ex-aequo ailleurs. Et dans ces conditions-là, vous êtes quasi certain que l'interne sera affecté. Et donc cet algorithme est très intéressant parce qu'il n'intervient
que dans les moments où effectivement il n'y a pas eu d'entente préalable entre les différents acteurs, et on est bien dans l'esprit de la réforme et du processus. Alors, justement, pour aller un peu plus dans le détail, que ce soit bien clair dans votre tête sur les différentes étapes de ce processus d'affectation, eh bien, vous avez bien compris que les internes vont devoir accéder à la plateforme, et ils vont accéder dans une plateforme où les stages qui leur seront proposés seront limités à la région. C'est le principe du processus d'affectation qui a pour périmètre la région, sauf pour le cas particulier qui a été validé de la génétique médicale qui, elle, a un choix à l'échelle nationale. Donc, les internes se connectent à leur plateforme avec leur identifiant universitaire et ils peuvent déposer leur dossier qui est constitué d'une lettre de motivation, de leur contrat de formation qui est normalement à jour, tel que c'est prévu dans les textes, et un CV. Ils peuvent déposer le même dossier pour toute leur candidature ou adapter la lettre de motivation en particulier en fonction des terrains de stage. Une fois que la procédure sera ouverte pour l'expression des vœux, on vous donnera les dates dans quelques diapositives, eh bien l'étudiant sur une période donnée va devoir déposer les différents cœurs sur les terrains de stage qui l'intéressent. Donc comme je vous l'ai dit, s'il met 0 cœur, il ne sera pas affecté. Et ensuite, il peut mettre de 1 à 5 cœurs et il peut mettre des terrains de stage ex aequo. Et il est contraint de déposer un certain nombre de vœux par rapport au nombre de terrains de stage qu'on lui propose et pour garantir effectivement que s'il n'est pas pris sur son premier vœu, qu'il puisse l'être sur son deuxième ou sur son troisième. Une fois cette période terminée, qui dure à peu près une semaine, l'ensemble des informations sont enregistrées sur la plateforme CIMOP. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez, que vous rentrez en jeu. Évidemment, il faut attendre que tous les vœux soient exprimés pour que vous puissiez analyser les candidatures qui sont déposées sur votre terrain de stage. Et on va vous demander de les classer. On va vous contraindre, et c'est très important de respecter cette contrainte, de classer 80% des candidatures qui sont sur votre qui sont déposées, juste tout simplement parce que si les étudiants ont candidaté chez vous, c'est un minimum que de s'intéresser à leur candidature. Vous serez amené à les classer de 0 à n en fonction du nombre de candidatures, en sachant que vous pouvez avoir des ex aequo, vous pouvez avoir plusieurs premiers, plusieurs deuxièmes, vous avez la possibilité de les classer en position ex aequo, et je vous rappelle que si vous les classez au rang de 0, ils ne seront pas affectés sur le terrain de stage par l'algorithme. On réunit l'ensemble de ces informations au sein de CIMOP. On peut poser une petite question, si vous demandez. Oui, je vous en prie. Je suis désolé, c'est Stéphane Berda. Je suis désolé si je t'interromps et dans la mesure où je ne connais vraiment pas très bien la procédure du point de vue pratique, on est d'accord, vous avez déjà parlé de comment se connecter sur tout ça? Non, j'en parle après, Stéphane. Stéphane, j'en parle après. Moi, ce que je vous propose, c'est on a calibré la présentation, de garder vos questions sur la fin. Mais normalement, c'est assez complet. Donc là, je suis juste pour vous expliquer le processus, d'accord? Donc vous avez bien compris, l'algorithme va faire sa première affectation. Alors comment ça fonctionne une fois que vous avez vu ce processus véritablement? En réalité, il y a 3 vagues qui vont se succéder. La première vague, c'est celle que je viens de décrire exactement. Et vous voyez que les internes doivent donner des vœux sur 20% de ce qui est proposé en termes de terrain de stage. Donc, ils sont peu contraints, mais ils sont quand même un petit peu contraints par rapport au nombre de terrains de stage. Vous devez classer les candidatures telles que je l'ai décrit avec la contrainte de 80%. Et on a cette première vague d'affectation. Et on a constaté l'année dernière, puisqu'on a déjà utilisé ce processus, que c'est la très grande majorité des internes qui sont affectés dès la première vague, puisque vous avez tous ceux qui ont eu une entente préalable, et puis vous avez tout le reste qui, la plupart du temps, fonctionne bien, et on est dans des chiffres de l'ordre de 85-80% d'affectation. Et néanmoins, il peut rester des internes qui ne sont pas affectés sur des terrains de stage, parce qu'ils ont vraiment visé un terrain de stage qui est quand même très convoité, ils avaient un bon dossier, mais voilà, ils n'ont pas été pris, et ça peut se répercuter sur plusieurs vœux les concernant, et ce qui peut expliquer qu'ils peuvent à la fin ne pas être affectés. À ce moment-là, ils rentrent dans la deuxième vague, et là, ils sont beaucoup moins nombreux, ne reste que les postes encore disponibles, et là aussi, c'est le même processus, dépôt de candidature, vœux,
classement et lancement de l'algorithme. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez une troisième vague pour des cas tout à fait exceptionnels. L'année dernière, on les comptait sur le doigt de la main, des étudiants dont le cas sera traité manuellement en présence du doyen et du coordonnateur du DES en question et de l'interne, bien sûr, pour essayer de trouver le stage le plus adapté. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, je vous donne les dates, puisque c'est une des questions, et vous devez absolument les noter parce qu'elles sont quand même très contraintes au regard de nos agendas respectifs. Donc, le premier tour que je viens de décrire va débuter pour les étudiants, donc expression des vœux, du 1er septembre au 7 septembre. Vous serez amené le 8 septembre jusqu'au 14 septembre de classer les candidatures et le 15 septembre, on pourra donner les résultats de la première vague et donc la majorité des internes seront donc où ils sont affectés au 15 septembre. Le deuxième tour débute immédiatement derrière. Du 16 septembre au 22 septembre, les étudiants restants vont exprimer leurs vœux sur les postes restants et vous aurez, pour ceux qui sont concernés, à les classer du 23 septembre au 29 septembre. Ainsi, le 30 septembre, la plupart, si ce n'est pas la quasi-totalité des internes, seront affectés sur leur terrain de stage. Et la troisième vague s'inscrit aussi dans une certaine célérité, puisque les étudiants sont convoqués le 1er octobre et tout doit être traité avec les ARS et les UFR entre le 4 et le 8 octobre. Autre élément qui nous paraît important à partager avec vous, mais ça reviendra probablement dans les questions, un certain nombre de DES ont dans leur maquette le fait que la phase de consolidation se subdivise en années et pas en semestres. Et donc, c'est ces DES qui ont justement une procédure de choix annuelle peuvent être, pour certains, ils sont peu nombreux d'après notre première analyse, mais pour certains, décalés de 6 mois. Et à ce moment-là, ces étudiants-là vont devoir choisir leur affectation dès le mois de septembre et ils devront préciser qu'ils ne prendront leur poste qu'au mois de mai. Et les responsables de terrain stage que vous êtes seront informés de cette particularité pour l'interne qui arrive. Mais je pense qu'on reprendra ce sujet-là à l'oral avec Luc Mouton parce que ça a des conséquences dans les services. Voilà, il est important donc que l'étudiant notifie cette information et que tout le monde soit bien au courant dans la plus grande transparence pour surtout des questions d'organisation. Alors voici les modalités de connexion, les modalités de connexion à la plateforme. C'est une adresse que vous pouvez noter dès maintenant. C'est donc l'adresse https://cides.unes.fr/cimop-appariement. Voilà, si vous allez sur cet espace-là, je pense que c'est déjà ouvert pour certains d'entre vous. C'est l'adresse à retenir. Et c'est la même pour les internes. Il n'y a pas de différence en termes d'adresse et c'est à l'identifier. Quand on s'identifie, qu'effectivement, soit on a un rôle d'interne, soit on a un rôle de responsable de terrain de stage. Alors, on a une vidéo qu'on voudrait vous partager et cette vidéo, elle est sur YouTube et malheureusement, notre outil ne nous permet pas de faire passer le son. Donc, si vous êtes d'accord, pour ceux qui sont, pour ceux qui ont accès au chat, je pense que c'est la majorité d'entre vous, je viens de mettre en ligne le lien. Alors attendez, je fais deux choses en même temps. Voilà, je viens de mettre en ligne le lien vers cette vidéo. Hein, donc, vous allez dans le chat et vous cliquez dessus. Moi, je la lance en même temps. Je pense que vous allez. Voilà, je vais la lancer, mais vous n'allez pas l'entendre. On arrive sur la partie Docteur Junior de l'application. La page d'accueil présente les différentes étapes à réaliser pour le processus d'appariement. On arrive sur la partie Docteur Junior de l'application.
La page d'accueil présente les différentes étapes à réaliser pour le processus d'appariement. On peut soit activer une présentation animée de l'application, soit accéder directement à l'application. Une fois arrivé sur l'application, sur la partie gauche, il y a le menu avec les différentes étapes. Et pour chaque étape, la date de début et la date de fin. La première étape étant l'édition du dossier, ensuite les candidatures sur les postes et pour finir les affectations. Pour la partie édition du dossier, il y a 3 parties, les documents ajoutés par défaut, les documents sur des candidatures spécifiques et le texte de présentation. Nous allons rajouter un document, dans ce cas-là un CV, et le document apparaît dans la partie « Mes documents ajoutés ». Tous les documents ainsi rajoutés seront mis par défaut dans chaque candidature. Nous allons donc rajouter les 2 autres documents spécifiés, un contrat de formation et une lettre de motivation. Pour chaque document, il est possible d'éditer le nom, de le télécharger, de voir un aperçu ou de le supprimer. Une fois les 3 documents téléchargés, le bouton se grise. Il est impossible de télécharger plus de 3 documents par défaut. Il est également possible via cet écran d'éditer le texte de présentation qui sera ajouté par défaut à toutes les candidatures. Une fois l'édition du dossier réalisée, il est possible de candidater sur les différents postes. Sur le 2e onglet du menu « Liste des postes », on voit l'affichage de tous les postes sur lesquels je peux candidater. Tout en haut à droite est affiché le temps qu'il reste pour finir les candidatures. Un bandeau rouge précise le nombre de candidatures minimum à effectuer. Et en dessous, un rappel de la région et des subdivisions disponibles. Dans notre cas, nous sommes sur la région Île-de-France, avec comme spécialité la gériatrie. Pour candidater sur un stage, je peux mettre de 1 à 5 cœurs sur celui-ci. Si je mets aucun cœur sur un stage, je ne candidaterai donc pas et je ne pourrai pas être affecté sur ce stage. Une fois ma candidature effectuée sur un stage, je peux l'éditer via ce bouton. Je vois donc un rappel de ma candidature, le texte de présentation par défaut et la liste des documents fournis pour cette candidature par défaut. Il est possible de modifier le texte pour avoir un texte spécifique sur cette candidature. Il est également possible de modifier les documents qui seront envoyés pour cette candidature, soit en enlever, soit en rajouter. Toujours dans la limite des 3 documents. Je peux également cliquer sur la vignette du poste pour voir plus d'informations sur ce poste. Apparaîtra notamment la description faite par le RTS. Je peux également, via cet écran, candidater et éditer ma candidature. Je vais candidater sur les postes suivants. Une fois le minimum de 8 postes atteint, la barre rouge devient verte et m'indique que mon dossier contient assez de candidatures et donc qu'il est valide. Une fois toutes mes candidatures réalisées, le RTS pourra classer les différents docteurs juniors. Ensuite, l'appariement sera joué avec l'algorithme et je pourrai aller voir les affectations via la page affectation. Voilà, je suis désolé pour la contrainte technique. Donc, merci de bien couper vos micros pour ceux qui viennent de se connecter. Donc voilà, c'était la partie interne, juste pour vous montrer que c'est assez simple pour eux de faire le choix leur choix et leurs vœux, c'est assez limpide, ainsi que le dépôt des cœurs et le dépôt des dossiers.
Ce qu'on voudrait maintenant, c'est vous présenter la partie RTS, celle qui vous concerne vraiment. Donc, merci à ceux de couper leur micro, s'il vous plaît. Si vous êtes au téléphone, vous pouvez mettre votre micro en mute. Ça permet aussi de couper le micro. Voilà, merci. Donc, du coup, là, c'est la même chose. Le son risque de ne pas fonctionner. Donc, et là, on va passer un peu de temps pour vous laisser le temps de la visualiser. Donc là, c'est pareil. Je vais copier dans le chat le lien et on va le lire chacun de notre côté. Voilà. Le lien pour la vidéo qui vous intéresse est dans votre chat. Je suis en train de l'envoyer. Voilà, c'est le lien qui vient d'apparaître. Je termine par TS à la fin. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo et nous, on la lance en parallèle de notre côté. Et on se retrouve une fois que vous l'avez visualisé. Lorsque je me connecte à l'application SimPop-Arima en tant que responsable de terrain de stage, j'arrive sur cette page. Si c'est ma première connexion, une aide contextuelle me sera proposée. Sur la gauche de la page, il y a le menu qui présente les différentes parties de l'application. Mes postes, le classement des candidatures et les affectations. Sous chaque partie du menu, il y a les dates d'ouverture de chaque partie. Tout en haut, le nom de la vague est précisé. En bas du menu, il y a différents boutons. Je peux, si je suis coordinateur, accéder à l'interface coordinateur. Je peux accéder à mon profil. Je peux également réactiver l'aide contextuelle ou avoir un lien vers un tutoriel vidéo. En bas de la page, je peux également télécharger les tutoriels en cliquant sur Besoin d'aide, accéder aux conditions générales d'utilisation ou alors au fil d'infos SimPop-Arima. Si je reviens sur la page principale, je suis dans la première partie de l'application qui s'appelle Mes postes. Cette page présente les différents postes sur la campagne. Pour chaque poste, les informations du terrain sont précisées et le nombre de places restantes. Je peux avoir plusieurs postes sur un même terrain de stage. Il est également précisé si c'est un poste simple ou couplé. Et en passant la souris sur le terme couplé, je peux voir avec qui mon poste est couplé. Si je clique sur un des postes, les informations du terrain s'ouvrent et je peux également mettre à jour la description de mon terrain de stage. Et valider en cliquant sur Mettre à jour. Ou alors télécharger un fichier descriptif en cliquant sur le bouton Télécharger un fichier descriptif. Un panneau latéral s'ouvre sur la droite. Je peux alors cliquer sur Chercher le fichier sur mon ordinateur. Je peux choisir un fichier et cliquer sur Ajouter. À tout moment, je peux voir le fichier descriptif en cliquant sur ce bouton, ou alors télécharger et remplacer le fichier par un nouveau fichier. Une fois la description du terrain mise à jour et les fichiers téléchargés, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Je peux répéter l'opération pour chacun de mes terrains. Lorsque la description de mes terrains est à jour, et si la période est ouverte, je peux aller sur le classement des candidatures. Les postes sur lesquels il reste des places sont alors affichés. Si jamais le classement sur le poste n'est pas encore valide, un pictogramme rouge apparaît. Si le classement est valide, alors un pictogramme vert apparaît. À nouveau, l'indication du poste couplé ou simple apparaît sur la carte du poste. Il a également précisé l'accès sur ce poste. Si j'ai un accès référent sur un poste couplé, alors je pourrais faire le classement. Si j'ai un accès consultatif, je ne pourrai que consulter le classement.
Si je clique sur le premier poste, une page avec les candidatures apparaît. Tout en haut de la page, le descriptif du poste est rappelé. En haut à droite, si le poste est couplé, les informations du second RTS sont affichées, avec son nom, prénom et son mail. En rouge, les contraintes à respecter pour le classement sont affichées. Dans mon cas, il ne doit pas rester de candidature non classée, et le premier rang du classement doit contenir un étudiant de la subdivision. À gauche de l'écran, la liste des candidatures encore non classées apparaît. Si je clique sur une des candidatures, je peux voir le détail de la candidature de l'interne, avec son nom, son prénom, son numéro d'étudiant, sa spécialité, sa subdivision, son texte de présentation et son CV. Je peux avoir un aperçu ou télécharger les différents documents que l'étudiant aura mis dans sa candidature. Je peux également ajouter des observations sur cette candidature. Ces observations sont personnelles, elles servent juste à m'aider pour mon classement. Je peux, si besoin, les modifier, les supprimer ou en ajouter de nouvelles. Une fois que j'ai pris connaissance de la candidature, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche du panneau latéral. Pour classer les candidatures, il y a différents boutons. Je peux soit les classer en cliquant sur la flèche, ça permet de monter la candidature, soit cliquer sur le bouton en dessous et choisir directement le rang à laquelle je veux classer la candidature, ou alors je peux la marquer comme non retenue en cliquant sur le bouton avec une croix. Toute candidature non retenue ne sera pas prise en compte dans l'appariement. Je peux toujours, une fois un premier classement effectué, faire naviguer mes candidatures de haut en bas en cliquant sur les flèches. Au fur et à mesure de mon classement, le bandeau des contraintes se met à jour, et si le classement est valide et a respecté les contraintes, le bandeau devient vert. Mon classement a alors été pris en compte. Une fois mon classement terminé, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Je retrouve alors la liste de mes postes et le pictogramme rouge est passé au vert. Une fois tous mes classements valides, je peux attendre la période d'appariement. Lorsque la période d'appariement est terminée et que les affectations sont disponibles, je peux aller sur la troisième partie de l'application « Affectation » pour voir le résultat. Dans l'exemple à l'écran, je n'ai eu aucune affectation dans la vague 1 et un interne a été affecté sur un des postes dans la vague 2. Je vois le détail du poste en question, le nombre de postes pourvus et le nom de l'interne qui a été affecté. En cliquant sur « En savoir plus », je retrouve les infos de la candidature de l'interne avec son texte de présentation et ses documents. Je retrouve également mes observations. Ok. Alors, voilà. Ok, donc on attend que vous reveniez, peut-être que certains terminent la vidéo. On a fait exprès de faire des vidéos un peu extraites avec le lien YouTube, ça vous permet de les revisualiser. Elles sont quand même très détaillées et elles devraient vraiment vous aider à comprendre comment ça marche. Alors, quelques dates importantes avant d'ouvrir la séance questions-réponses. Donc, sachez que la plateforme sera ouverte aux internes, aux étudiants lundi prochain, le 26 juillet. Ils pourront alors déposer leur candidature. Par contre, les postes ouverts et à disposition pour cette campagne,
ils ne les verront qu'au 1er septembre, date à laquelle ils vont commencer à déposer leurs vœux. De votre côté, en revanche, du côté des RTS, la plateforme est déjà ouverte. Donc si vous suivez le lien de tout à l'heure, vous pouvez vous connecter, mais ne pourront rentrer que ceux qui sont sur un terrain de stage qui est déjà renseigné par votre ARS dans le système. Donc, par exemple, pour l'Île-de-France, a priori, c'est déjà fait. Et puis pour la Bourgogne, Grand Est et Normandie, ça ne devrait pas tarder. Et puis les autres vont suivre. Voilà, donc lorsque vous allez vous connecter, vous allez avoir des informations sur votre terrain de stage. Vous allez pouvoir déposer le descriptif qui vous a été présenté tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et si vous constatez des erreurs, il faut contacter votre scolarité qui elle-même sera en lien avec l'ARS pour traiter les erreurs éventuelles. Voilà, donc du coup, on a terminé cette phase de présentation. Donc on peut vous ouvrir la séance des questions-réponses. Donc Luc, je ne sais pas si j'imagine que tu as déjà commencé à répondre, oui, très largement, en ligne. Donc j'invite vraiment les participants, en étant assez rigoureux sur les micros, parce que sinon ça gâche un peu la séance, de prendre la parole éventuellement si vous le souhaitez. Luc, comment veux-tu qu'on procède? Tu veux nous parler de quelques questions importantes déjà? Oui, peut-être. Donc, je remercie nos collègues pour les questions qu'ils ont posées dans le chat. J'ai répondu jusqu'à 16h08. Donc, il y a beaucoup de questions et c'est pas facile de répondre à toutes. Peut-être pour commencer des questions sur la rémunération des internes et le fonctionnement des ouvertures de postes. La rémunération des internes, pour rappel, c'est une partie du salaire de l'interne qui est payée et fournie par l'agence régionale de santé et une partie qui est fournie par l'hôpital. Un interne débutant va être rémunéré de façon majeure, c'est-à-dire à peu près 80% du salaire par l'agence régionale de santé, et le reste du salaire va être fourni par la structure d'accueil. Et plus l'interne va évoluer au cours de sa formation, plus on considère qu'il a une productivité, plus il est rémunéré en fait sur la base de la T2A et par l'hôpital. Et donc on est dans une situation du docteur junior dont le salaire est fourni majoritairement par la structure d'accueil. Donc l'élément important, c'est que dans certaines maquettes, il y a eu allongement entre avant 2017 et après 2017. L'exemple, c'est les 12 spécialités chirurgicales en 6 ans. Vous savez qu'avant, les spécialités chirurgicales étaient en 5 ans. Il y avait les systèmes des DESC, mais c'était en 5 ans. Et pour les spécialités médicales, il y en a un certain nombre qui sont passés de 4 à 5 ans. Je pense à la pédiatrie, éventuellement la pneumologie, la cardiologie, la néphrologie, la gastro-entérologie. Donc, dans ces spécialités qui ont gagné 1 an, en fait, l'année gagnée va permettre de bénéficier de l'ouverture de poste en plus. Je donne un exemple. Un collègue gynécologue obstétricien a posé la question comment je vais faire puisque si on me prend un interne pour avoir un docteur junior dans mon service, je ne vais pas y arriver. Donc, en effet, pour la rentrée prochaine, on va demander au gynécologue obstétricien de convertir un poste de DES de phase d'approfondissement en docteur junior pour pouvoir ouvrir ce poste de docteur junior. Par contre, l'année prochaine, on va considérer que la gynécologie obstétrique a gagné 1 an et le poste de docteur junior supplémentaire pour accueillir un docteur junior de 2e année sera un poste créé de toutes pièces. Donc, il y a nécessité de conversion dans un certain nombre de situations et puis aussi des créations. Et donc, par exemple, nos collègues cardiologues vont voir ouvrir des postes créés qui sont des postes docteur junior de novo, sans perte de poste de DES de phase d'approfondissement. Par contre, moi qui suis interniste, on était avant en 5 ans, on est toujours en 5 ans, on doit fournir un poste de phase d'approfondissement pour ouvrir, donc perdre un poste de phase d'approfondissement pour ouvrir un poste de phase de consolidation. Donc ça, c'est des aspects importants. Et lié à cela, il y a la problématique de l'organisation de la garde. Et donc, des collègues de spécialité chirurgicale
on dit mais comment on va faire pour organiser les gardes parce qu'on aura moins d'internes, ça va pas être possible. Donc l'idée c'est vraiment que le docteur junior qui commence sur des gardes d'internes et lorsqu'il s'en sent la capacité et que son chef de service l'y autorise, eh bien il va passer sur des gardes seniors. Alors, dans des spécialités comme la chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou la neurochirurgie, ça peut très bien être au cours de la 2e année de phase de consolidation. C'est pas forcément tout de suite. Et à ce moment-là, bien sûr, l'interne devient en fait senior. Donc, il est plus interne. D'ailleurs, il est docteur junior, mais il devient senior de garde. Et à ce moment-là, il est sur la liste des seniors. Et donc, ça va être quelqu'un de plus, si vous voulez, à côté du chef de clinique qui fait la garde, du chef de service qui fait la garde. Alors, cette organisation, elle est un peu différente parce que dans la journée, le docteur junior, il aura le droit d'avoir son programme opératoire, même si c'est des interventions qui ne sont pas les plus grosses interventions et même s'il doit y avoir une certaine supervision. Mais l'opérateur est le docteur junior pour certaines interventions, de la même manière que pour certains gestes techniques, de la même manière que pour des consultations. Dans un service de médecine, il y aura une consultation pour le docteur junior Intel au nom du docteur junior, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une consultation d'interne dans un service de médecine qui n'est jamais au nom de l'interne, qui est en fait la consultation d'interne qui permet d'aider par exemple le senior dans sa gestion des patients urgents. Donc ça, c'était tout un groupe de questions qui ont été posées. Et il y a aussi un nombre important de questions sur les décalages. Et après, je vais m'arrêter pour qu'on puisse reprendre les échanges. Sur les décalages, question posée, c'est quelle est la composition des groupes? Alors, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des spécialités qui ont des stages d'1 an et le groupe des spécialités qui ont des stages de 6 mois. Les stages d'1 an, c'est les 12 spécialités chirurgicales en 6 ans, la pneumologie, la médecine légale et la médecine d'urgence. Ils choisissent tous les ans. C'est un matching une fois par an. Et puis, il y a le reste, c'est 26 spécialités médicales, toutes les autres, sauf la médecine générale qui n'a pas de phase de consolidation, la biologie médicale et puis le DESCO. Et ces spécialités-là ont 2 stages de 6 mois et donc 2 matchings par an. Quand on est décalé de 6 mois, et qu'on est dans une spécialité qui choisit tous les 6 mois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On choisira pour le stage de mai si on est décalé de 6 mois. Et en attendant, on continue sa phase d'approfondissement. Si on est dans une spécialité qui a des stages d'1 an et que on est décalé de 6 mois, eh bien, la nouveauté, c'est que on va choisir son stage au matching du 1er septembre. On va indiquer dans sa lettre de motivation, l'interne indique dans sa lettre de motivation qu'il est décalé de 6 mois et il arrivera dans son stage au 1er mai. À partir du moment où le matching est fait, après le premier tour, le matching identifie que cet interne décalé vient dans ce service. Eh bien, la commission de répartition qui a lieu à l'ARS et qui est une commission de répartition de phase d'approfondissement qui aura lieu après le matching, cette commission de répartition va rajouter un stage de phase d'approfondissement dans le service dans lequel a choisi cet interne de phase de consolidation décalée de 6 mois, de façon à compenser l'absence du docteur junior. Et ce docteur junior qui arrivera au 1er mai doit aussi faire son choix de stage de phase d'approfondissement, le dernier, pour effectuer la fin de sa phase d'approfondissement. Et le dernier point pour ce service qui va accueillir un docteur junior décalé, deuxième compensation, c'est qu'au 1er novembre suivant, il accueillera un deuxième docteur junior qui sera un docteur junior non décalé. Et ça veut dire que pendant une période de 6 mois, il aura 2 docteurs juniors, un normalement calé qui est arrivé en novembre 2022 et un qui est en train de finir son stage et qui se terminera au 1er novembre, au 1er mai 2023. Donc ça, c'est pour les décalages dans les groupes de spécialités à stage d'1 an. Et clairement, comme ça, on pense, et c'est quelque chose qui a été conçu avec les syndicats d'internes, qu'il y a un principe d'équité, c'est-à-dire que les internes décalés ont la possibilité, comme les internes non décalés, d'avoir accès à l'ensemble des stages et de ne pas être lésés du fait qu'ils sont décalés. Olivier, je te rends la parole.
et on est prêt à répondre aux questions, éventuellement même au micro. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vais dire, Luc. J'ai continué, moi, à remplir. Là, il y a certaines questions. Je pense que ça suffit de lire les réponses qu'on donne. Mais peut-être, effectivement, pour donner un peu plus de convivialité, si certains, on n'a pas encore répondu à la question, s'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça peut nous permettre d'être très ciblés sur les réponses. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre la parole? Parce que c'est un peu compliqué sur le webinaire. Je pense qu'il suffit d'activer le micro. Alors, je vous donne la main. A priori, maintenant, vous pouvez le faire. Je vois qu'il y a des mains levées. Par exemple. Oui. Oui, présentez-vous. Parfait, on vous entend. Oui, Pascal Moussard à la Pitié à Paris. Je reviens sur le problème de la garde parce que présenter comme un senior de plus, c'est attractif, mais ça fait un junior de moins. Si on n'a pas plus d'internes, et quand on est à flux tendu sur les salles qui tournent, les consultations, si on perd un interne dans le tableau de garde, ça ne peut plus fonctionner. Peut-être Olivier, qui est chirurgien, peut répondre de façon plus adaptée, sinon je peux répondre. Alors, moi, je vais répondre par rapport à la réflexion qu'on a eue, nous, dans notre service sur l'arrivée du docteur junior en novembre, même s'il est remis en cause pour d'autres raisons. Mais la réflexion qu'on a eue, c'est que le docteur junior, nous, quand il arrive, on est en neurochir, on propose qu'au début, il soit inclus dans la garde des internes, encore un moment, et de le faire sortir progressivement, ou de le faire sortir au moment où on décide collectivement de le faire sortir. Au niveau de la garde des internes, effectivement, quand cet interne va basculer dans la garde senior, on aura un interne de moins. Nous, on n'a pas d'autre solution que de redistribuer les gardes sur les internes restants. Et heureusement qu'il n'y a qu'un seul interne junior par service. Donc, on n'a pas trouvé de solution que de réduire le nombre d'internes qui vont prendre les gardes quand l'interne docteur junior sera sur la garde de senior. Donc, vous voyez, c'est une réponse pragmatique, quoi. C'est peut-être c'est pour ça que je mentionnais qu'il n'était pas obligatoire, surtout dans une spécialité où la phase de consolidation est de 2 ans, de considérer que le docteur junior qui arrive doit prendre des gardes seniors tout de suite. Et je prenais l'exemple de la neurochirurgie et de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, parce que c'est des chirurgies où l'expertise est longue à acquérir. Et j'ai rappelé que la 2e année, vous allez avoir des ouvertures de postes. Et donc, c'est une manière de compenser. Maintenant, ça ne résout pas tous les problèmes, je suis d'accord. Parce que quel que soit le moment, le problème va se poser. Oui. Non, si c'est la 2e année, vous aurez un poste docteur junior supplémentaire dans votre structure qui ne vous retirera pas de poste d'interne. Ouais. Il y a bien un moment, si vous voulez, tout le monde en est conscient que surtout, l'internat a été rallongé pour pas mal de spécialités. Donc, on va bien avoir un moment avec plus d'internes actifs en termes de nombre. Donc, l'ouverture de postes d'internes, elle est incontournable. Il faudra bien qu'on les ait en stage, etc. Donc, simplement, c'est au démarrage, effectivement, où c'est un peu compliqué. Mais à terme, une fois qu'on aura tous nos docteurs juniors et qu'on aura fait un cycle complet, vous comprenez bien que comme l'internat a été rallongé pour certaines spécialités, il y aura plus d'internes au total. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre... Pardon, vas-y Luc, je t'en prie. Il y a eu beaucoup de questions sur je ne sais pas si je suis agréé, je ne sais pas si j'ai un poste ouvert dans mon service. Donc, j'ai répondu dans le chat, mais c'est des questions quand même très importantes. Vous soumettez un dossier pour obtenir un agrément. Normalement, votre coordonnateur vous répond. L'ARS, elle ne répond que quand c'est refusé et de façon différée. Et donc, il faut échanger avec votre coordonnateur. Il vous dira si vous êtes agréé ou non, si lui, spontanément, ne vous a pas écrit. Et ensuite, les commissions de répartition, elles ont eu lieu il y a un moment en Île-de-France, donc les résultats sont transmis. Dans certaines subdivisions, elles viennent d'avoir lieu, donc vous devriez être avertis. Et puis, bien sûr, à l'arrivée, vous serez avertis, mais tard, définitivement en allant sur la plateforme le 1er septembre. Mais vous devez pouvoir être avertis aujourd'hui. Et là, je laisse les participants des ARS, s'il y en a, et puis la DGOS commenter peut-être sur ce point. Alors, je ne sais pas si
Christelle va nous répondre. Alors, je vous ai remis dans le chat le lien, certains le demandaient là pour aller sur la plateforme CIMOP, apparemment, donc il est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Après, encore une fois, les accès vont dépendre du fait ou pas que vos stages aient été validés par l'ARS au niveau de la plateforme. Donc, je pense que c'est effectivement la meilleure démarche, c'est ce que proposait Luc à l'instant, c'est d'aller contacter votre coordonnateur sur ces questions-là. Et attention, j'en profite pour dire qu'un poste peut être, un terrain peut être avoir l'agrément, mais c'est pas obligé que le poste soit ouvert à la campagne en question. Hein. Donc il y a des subtilités autour de ça. Et aussi, de façon importante, des RTS là me disent, je voudrais modifier mon terrain de stage. Je ne sais pas ce que vous voulez modifier, mais normalement, c'est quelque chose de très codifié, c'est-à-dire que c'est validé en commission d'agrément de l'Agence régionale de santé, le nom du responsable de terrain de stage, le nom de la structure, et on donne un agrément pour 1 an initialement qui est renouvelé pour 5 ans. Donc, ne pensez pas aller sur la plateforme et changer les choses sur votre terrain de stage. C'est votre coordonnateur qui, en lien avec l'ARS, peut faire la proposition d'un changement s'il y a eu oubli d'un changement de chef de service, oubli d'un changement de dénomination ou de structure de service. Mais ce n'est pas normalement au responsable de terrain de stage de tout changer. Hein. Alors, l'autre élément pour bien vous faire comprendre aussi, puisque la réforme se met en place aussi sur les outils, vous l'avez bien compris, il est très clair que quand on aura le processus dématérialisé d'agrément qui va être lancé à travers de CIMOP agrément, qui va être lancé en décembre prochain, cet outil CIMOP agrément, c'est en réalité le point d'entrée qui serait logique pour vous. C'est-à-dire que vous iriez sur CIMOP agrément, vous auriez tout le processus sous les yeux du processus d'agrément de votre terrain de stage, et CIMOP appariement serait beaucoup plus simple pour vous parce que finalement vous auriez déjà une vision, je dirais continue, sur la situation de votre terrain de stage. Donc on est un petit peu à l'aveugle sur cette campagne-là et vous allez découvrir les infos là en vous connectant et au fil de l'eau en fonction des dépôts des ARS. Bonjour, Jean-Paul Durand, donc chef de pôle psychiatrie Dunkerque. Une petite question totalement pratique. Moi, je dois être absent donc pendant les 2 premières semaines des 2 premiers tours. Est-ce que je peux déléguer? Comment ça marche? Alors, oui, on doit pouvoir déléguer. Il faut simplement bien prévenir avant votre scolarité pour qu'on puisse affecter les droits aux personnes en question. Donc oui, c'est possible, mais il faut anticiper. Voilà, il faut prévenir votre scolarité. Alors, merci. Quand vous dites scolarité, concrètement, c'est quoi? C'est le service universitaire? Oui, alors c'est les services administratifs de l'administration de l'UFR, de la fac, quoi. D'accord. Peut-être juste un point, Olivier, parce qu'on est le 22 juillet. La plupart des facultés de médecine ferment demain soir. Oui. Et elles ne vont ouvrir que le 24 août ou le 25 août. Oula. Et donc, très clairement, l'impression comme ça, c'est que peut-être qu'au stade où on en est aujourd'hui, si votre volonté aujourd'hui, c'est d'indiquer les coordonnées d'un collaborateur, ça peut se faire par le biais de l'ARS et ou de votre coordonnateur si votre scolarité ne répondait pas. Voilà. D'accord. Merci. Oui, pour bien comprendre, c'est que toutes les données sont des données ARS, et donc voilà, ils remontent au niveau de l'ARS, etc. C'est un passage obligé, et il y a différentes façons de faire que les choses soient modifiées. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'oral, là, si quelqu'un veut prendre la parole? Oui, je veux bien, Jean-Luc Ménardi, Georges Pompidou à Paris. Prenons l'exemple où un interne choisit en numéro 1 2 services différents et les chefs de service, les responsables des RTS, le classent au même niveau. Comment se fait l'appariement? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est une question qui est subtile, celle-là. Je le répète à tout le monde pour que vous compreniez bien. C'est un cas particulier où vous avez 2 internes qui, sur le même terrain de stage, vont les classer 5 cœurs. Donc, ils vont considérer que c'est le choix qu'ils veulent le plus. Et ils n'ont pas d'ex-aequo. Ils mettent que 5 cœurs tous les 2 sur ce terrain de stage. Et le responsable de terrain de stage, lui, va les classer tous les 2 premiers ex-aequo.
Donc à ce moment-là, on se demande comment l'algorithme peut les départager. Donc l'algorithme, il peut les départager, et c'est un petit peu subtil, il va aller regarder les autres vœux à 4 cœurs de l'étudiant et des 2 étudiants, et il va parcourir toutes les possibilités pour voir quelle est la configuration qui satisfait le plus les étudiants. Par exemple, il y en a un qui a mis 4 cœurs sur un autre stage qu'il a pu avoir. Genre, voilà, il y a un ensemble de cascades qui fait que l'algorithme va décider lequel va avoir le poste. Et dans le cas particulier où finalement ils sont symétriques aussi sur l'ensemble de leurs vœux, etc., il y a une autre notion qui est un petit peu plus complexe à comprendre. Alors je vais me lancer dans l'explication, mais je ne voudrais pas vous faire peur. C'est que le système, c'est un système d'optimisation. Et il y a un moment, il va s'arrêter en disant « je suis arrivé à une situation stable ». C'est-à-dire que toutes ces affectations-là sont stables et ça répond aux critères que vous m'avez demandé. Mais mathématiquement, ce n'est pas impossible qu'il y ait une autre configuration qui soit elle aussi stable. Si on reprend l'exemple que vous avez donné, là, sur lequel on est en train d'étudier, si vous prenez l'étudiant A et qu'effectivement c'est lui qui est affecté sur le terrain de stage, vous allez avoir une situation stable. Si vous prenez l'étudiant B, vous allez avoir aussi une situation stable. Donc, théoriquement, en mathématiques, il peut y avoir plusieurs situations stables. Et comme on trouvait que ça, c'était pas évident, parce qu'on se dit, finalement, entre les deux, c'est tiré au sort, ce qui, dans l'absolu, n'est pas complètement absurde, hein, quand vous avez 2 étudiants classés pareil et qui ont tous les 2 envie de venir, le tirage au sort est peut-être la forme la plus juste. Mais justement, pour orienter ce tirage au sort, on a un calcul global de satisfaction qui nous permet de faire converger vers une situation stable qui, en plus de satisfaire aux contraintes, entraîne un maximum de satisfaction collective pour qu'il y ait un maximum de gens heureux, en gros. Voilà, donc c'est une réponse un peu complexe. Si vraiment ça vous intéresse, parce que vous avez mis le doigt sur un aspect, c'est de vous pencher sur l'article que j'ai mis, parce que c'est un sujet qui est abordé. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je suis médecin à Napata en hôpital général. Nous avions jusqu'à présent un poste d'interne en phase d'approfondissement. J'ai demandé le poste de docteur junior que j'ai obtenu. Je pensais que c'était en plus. Donc ma question concrètement, c'est si en septembre, mon stage n'est pas choisi par un docteur junior, est-ce qu'un interne en phase d'approfondissement pourra choisir mon stage en octobre? Donc, pour ce point, ce qui est important, c'est de considérer le calendrier. Vous avez vu que le premier tour de la phase, le premier tour d'appariement a lieu du 1er au 15 septembre. Et donc, il faut que toutes les agences régionales de santé s'organisent pour faire une commission de répartition de phase d'approfondissement postérieure au 15 septembre, entre en gros le 20 et le 25 septembre, et que tous les postes docteurs juniors qui n'auront définitivement pas été pris lors de cette première phase, puisqu'on vous a expliqué que 95% des appariements se faisaient au cours de la première phase, soient basculés en commission de répartition sur des postes de DES de phase d'approfondissement. En fonction de votre subdivision, il faut vous renseigner. En Île-de-France, par exemple, la commission de répartition sera à partir du 20 septembre et permettra cette manipulation. Donc, a priori, ça devrait être systématique. On ne va pas perdre le poste. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas votre agence régionale de santé et je ne peux pas vous dire ce qui a été organisé, mais tout a été fait à partir de la DGOS pour informer les ARS pour qu'elles puissent s'organiser. Même si l'annonce a été un peu tardive, c'est un point crucial de l'organisation. Après, je crois que je vais leur faire un message. Merci. Oui, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est que ce calendrier est particulièrement anormal. Hein. Vous avez bien compris qu'on est en fin de course absolue là, avant la nomination de ces internes, et qu'en mode normal, on aurait dû faire cette campagne en mai ou en mars, pour être vraiment en avance et permettre justement cette ventilation entre les différentes phases des DES. Hein. Donc ça aussi, c'est une situation particulière. Ça devrait ne plus se reproduire dans des délais aussi contraints. Alors, bonjour. Oui, bonjour.
Oui. Allez. Oui, bonjour. Je suis le docteur Maravik, directeur médical d'IQVIA, donc je suis un acteur privé qui a obtenu l'agrément pour la filière santé publique. Donc je viens juste me connecter sur le site CIDES. Le premier truc qu'on nous demande, c'est d'identifier l'université, et je vois que les acteurs privés ne sont pas mentionnés. Donc j'ai déjà un petit premier blocage, sachant que j'ai l'agrément, sachant que j'ai déjà communiqué auprès, suite à l'enquête qu'ont menée l'Association des internes de santé publique, qu'on ouvrait un poste pour le statut de docteur junior. Donc je ne sais pas, donc vous mentionnez tout à l'heure qu'aujourd'hui c'était fonctionnel, donc est-ce que les acteurs privés qui accueillent, qu'on l'agrément et qui peuvent être choisis par nos jeunes collègues. Est-ce que ce problème d'ordre technique est... Moi, j'avoue que je ne connais pas très bien ce qui a été prévu de façon spécifique vous concernant, mais il me semble quand même que vous êtes rattaché à une subdivision, que l'agrément que vous avez obtenu est passé par un établissement, ou c'est un agrément national? Non, je suis en tant qu'entité, en tant qu'IQVIA, l'agrément en tant qu'IQVIA. D'accord, mais du coup en fait, pardonnez-moi, mais l'ouverture d'un agrément, c'est dans une subdivision. Donc, c'est l'Île-de-France ou c'est c'est en Île-de-France, oui. Oui, c'est en Île-de-France, voilà. oui. Donc, vous avez un agrément pour la santé publique en Île-de-France. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous serez indiqué sur la plateforme CIMOP Appariement et vous apparaîtrez comme un site agréé en Île-de-France pour la santé publique. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a la liste des universités. Là, je me suis mis sur le site. On me demande... C'est CIDES-UNES.fr, là. Oui, vous êtes sur... Je crois comprendre où vous êtes. Vous êtes sur l'interface d'identification où vous devez choisir votre établissement de rattachement. Et comme vous n'avez pas d'établissement de rattachement, vous ne savez pas quoi choisir dans cette liste. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est un problème d'identification. C'est un problème de connexion à la plateforme. Donc ça, il faut, à mon avis, il faut passer par l'ARS d'Île-de-France pour qu'il vous donne un accès. Ce qui est possible dans la liste, si vous regardez bien, vous avez toutes les universités en France et vous avez dans la liste unes.fr aussi. Voilà. Et donc, ce n'est pas impossible que vous ayez déjà un compte qui a été créé dans cette liste, parce que l'unes.fr est aussi comme un établissement universitaire. On peut y accéder pour certains par cette voie-là. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est contacter l'ARS. Oui, je vais écrire à l'ARS. Ne vous inquiétez pas, je voulais le tester là pour vérifier. Ils vont vous donner un accès. Regardez dans la liste, vous allez voir toutes les universités, et à un moment, il y a unes.fr. Et tentez de vous connecter par là. Mais si vous n'avez pas l'identifiant, le mot de passe qui vous a été donné par l'ARS, vous ne passerez pas. Ok, d'accord, je reverrai avec eux. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parce que nous, on a eu les internes juste avant. Oui, bonjour, je suis Madame Grandjean, aux affaires médicales du centre hospitalier du Forêt. Une question un peu de subtilité. C'est quoi la différence entre un stage couplé et un stage mixte? Est-ce que je n'ai pas compris la subtilité? Donc, je ne sais pas si Christelle Gallo souhaite intervenir peut-être pour la DGOS. C'est une question réglementaire, sinon on pourra répondre. Oui, merci Luc. Un stage mixte, c'est un stage qui est partagé entre l'hôpital et la ville. Donc, il y a deux structures dans lesquelles l'étudiant fait son stage. Un stage couplé. C'est un stage qui est partagé entre plusieurs spécialités. Je prends un exemple, ORL ou CMF, et qui peut l'être aussi avec plusieurs structures. Voilà. Ok. Merci. Et ça rejoint peut-être le point fait par Karima Benyoub da Silva qui dit: est-ce qu'il est possible d'avoir un docteur junior partagé si jamais on ne peut pas en avoir à plein temps? Et l'idée, c'est que, indépendamment du fait qu'on ne peut pas l'avoir à plein temps, l'idée, c'est vraiment qu'il existe des postes partagés. Et donc, ça peut être un poste mixte, c'est-à-dire partagé entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire, ou un stage couplé, et là, partagé séquentiellement entre deux structures, par exemple, deux structures hospitalières, comme l'a dit Christelle Gallo. Donc, c'est tout à fait possible, mais par contre, il faut que ce soit préconisé en principe par la maquette
Et donc, il faut que dans la maquette figure la notion de stage mixte ou couplé pour la phase de consolidation. Ça me permet de rappeler que là, il y a un arrêté qui va être évalué mardi prochain au CNEMOP et qui est un arrêté générique de la répartition semestrielle des stages de phase de consolidation en 2 groupes, 6 mois et 1 an. Et qu'ensuite, la modification des maquettes une par une, qui nécessite un gros travail et qui est une modification qui doit prendre en compte en plus d'autres modifications de maquettes demandées par une quinzaine de DES et 6 ou 7 FST. Ce document, lui, sera évalué plus tard, au début de l'année universitaire, ce qui fait que tous les changements de maquette qui devraient intervenir, en dehors du matching dont on parle aujourd'hui, ne pourront prendre effet que l'année suivante, puisque l'arrêté ne pourra jamais être paru au 1er novembre. Voilà. Alors, je ne sais pas si allez-y. Une question. Oui. Pour les CH de plus petite importance, par rapport à la manière dont vous avez précisé la procédure, c'est vraiment un choix en lien avec l'orientation professionnelle du docteur junior, le choix du stage et par rapport au programme pédagogique qu'on va proposer sur le terrain de stage. L'appariement se fait au niveau de la grande région. Comment un plus petit établissement peut sortir son épingle du jeu face à des plus grosses structures et est-ce que le système CIMOP permet d'avoir une visibilité pour les CH de plus petite importance? Oui, alors il y a des contraintes dont on n'a pas parlé qui sont que, justement, pour répondre un petit peu à ça, c'est que, prenons le cas par exemple que dans votre CH, il y ait un terrain de stage avec en gros, s'il y a une candidature de la subdivision, elle est prioritaire sur une candidature hors subdivision. Donc en gros, si dans votre CH vous voulez prendre un interne qui vient d'une autre subdivision, vous ne pourrez le faire que s'il n'y a pas de candidat de votre subdivision. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais avec cette procédure, oui, on se rend compte qu'on limite le flux et qu'en gros, les étudiants, on priorise ceux qui sont de la subdivision. Mais par exemple, je pense que la question que vous posez, c'est comment moi, petit hôpital, je peux exister. La réponse, c'est qu'en fait, il faut avoir une attractivité pédagogique. Donc, il faut d'abord obtenir un agrément. Cet agrément, bien sûr, c'est un dossier d'agrément que vous déposez et les CH, comme les CHU, peuvent tout à fait obtenir un agrément. Ensuite, il y a 2 modèles. Voilà, donc ensuite, vous avez donc un dossier pédagogique. Donc, le chef de service de votre structure qui a un agrément, je vais dire n'importe quoi, pour la médecine d'urgence, par exemple, va déposer sur la plateforme son dossier pédagogique docteur junior pour la médecine d'urgence. Et puis, en fonction des brochages qui seront faits par l'ARS et le coordonnateur, votre centre hospitalier va être terrain d'accueil, soit sur un SAMU et un service d'urgence, soit le SAMU n'est pas dans votre CH, mais vous pouvez avoir un étudiant qui va faire 6 mois en SAMU d'abord et qui va venir ensuite 6 mois chez vous sur un stage de médecine d'urgence de phase de consolidation. Et on peut même imaginer qu'il y ait en fait 2 docteurs juniors, un qui vienne d'abord chez vous et ensuite qui aille au SAMU, et l'autre qui aille d'abord au SAMU et qui vienne ensuite chez vous. Et vous pouvez avoir sur la durée entière un docteur junior présent dans votre structure. Donc, il ne faut pas vivre avec l'idée que parce qu'on est en CH, on ne peut pas lutter, c'est pas possible, etc. Il y a des docteurs juniors qui ont le souhait de faire leur phase de consolidation en CH, et il y a également la possibilité, et je pense que c'est une possibilité vraiment importante, de faire 6 mois en CH, 6 mois en CHU, soit dans le contexte de 2 choix différents dans des groupes de spécialités à 2 matchings à 6 mois, soit dans le contexte d'un brochage qui correspond à un vrai programme pédagogique de phase de consolidation. Oui, et vous prenez bien l'exemple de la médecine d'urgence parce qu'on s'est déjà entendu au niveau des 3 autres CH de notre département là-dessus. Donc, on est dans cette dynamique-là. Si je peux prendre un exemple concret, c'est par exemple celui de la psychiatrie, où on a des
sont tout à fait intéressants, mais généralement, les internes préfèrent rester proches de la grande agglomération et notamment aller sur un centre qu'on considère de périphérie, mais qui est proche de l'agglo. Et donc, du coup, on a peu de levier. Et face au système de big matching de Dr Junior, j'ai l'impression qu'on aura encore moins de levier. Merci de couper vos micros, parce que là, on entend les conversations privées. Et donc, pour répondre à notre collègue, c'est vrai que on a aujourd'hui cette difficulté. Si on est en Île-de-France, en grande couronne, il y a un problème de transport et clairement, c'est des stages qui sont éventuellement moins bien choisis que des stages Paris intramuros. Ça, c'est évident. Maintenant, si l'offre pédagogique est pertinente et permet, par exemple, une intégration dans un bassin de population, dans une structure, et permet ensuite d'envisager, par exemple, un poste d'assistant partagé, c'est quelque chose qui peut être extrêmement séduisant. Merci de couper vos micros. Il ne nous entend pas, je coupe le son à tout le monde et vous reprendrez la main. Je voulais me poser une question. Voilà, je coupe le son à tout le monde, voilà. Et maintenant, vous pouvez reprendre la main. A priori, vous pouvez reprendre la main. Désolé pour ça, l'interface est mal faite, là. Je ne vois pas qui parle, hein. C'est très bizarre, normalement, c'est... Donc, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Luc, tu nous entends? Excusez-moi. Oui, allez-y. Puis-je poser une question? Oui, allez-y. Oui, Isabelle Okiobur du CHU de Rouen, chirurgie plastique, chirurgie de la main. J'appelle pour, je voudrais poser la question de l'articulation d'un interchu, ce qui est possible, hein, ce qui est écrit en tout cas, ce qui est dans la loi, la possibilité, bien qu'exceptionnelle, d'un interchu dans une phase de consolidation de chirurgien, donc en 2 ans et en 2 fois 1 an. Comment ça peut s'articuler un interchu à ce niveau, en phase de consolidation? Du coup, effectivement, vous l'avez dit, hein, l'interchu, donc en dehors de la région, doit être particulièrement argumenté. Il faut vraiment démontrer que ce n'est pas possible dans la région de travailler cette surspécialité ou cette activité-là. Donc, c'est pas si facile à obtenir. Ensuite, le processus d'interchus est fait en amont de la campagne d'affectation des docteurs juniors. Donc, il faut voir ça avec le coordonnateur et travailler ça avec l'ARS de telle façon à ce que l'interchus soit décidé en amont de la campagne. Ce qui est important, c'est que les interchus sont d'1 an, mais il y a des exceptions pour les interchus qui étaient déjà actés avant que je dirais, les arbitrages soient faits pour le matching de la rentrée au 1er novembre. Et ça me permet de vous interpeller parce que je sais où vous êtes et ce que vous faites, pour vous dire que il y a vraiment un point important sur l'organisation de ce matching pour les spécialités chirurgicales à petit flux. On a eu des demandes extrêmement pressantes de spécialités chirurgicales à petit flux que sont la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la chirurgie vasculaire et la neurochirurgie pour un matching national et encourager beaucoup, encore plus, les interchus. Et puis, je sais que dans votre spécialité, la chirurgie pédiatrique, il y a une volonté que le matching soit régional. Et cela fait qu'aujourd'hui, les arbitrages qui ont été pris au niveau ministériel sont en faveur d'un matching régional. Ça n'empêche bien sûr que dans ces spécialités à petit flux, il soit quelquefois difficile de trouver l'offre de formation correspondant au projet professionnel de l'étudiant dans la subdivision ou même dans la région. Et donc, il faut avoir recours à l'interchu, l'organiser en amont, mais que les collègues des autres spécialités chirurgicales à petit flux souhaiteraient faciliter cela en organisant les choses au plan national. Et peut-être faudrait-il échanger avec eux parce que c'est un point qui reste compliqué, toutes les spécialités n'ayant pas le même souhait. Avec derrière, bien sûr, la problématique d'un doyen de voir partir presque systématiquement les docteurs juniors de sa subdivision s'il est dans un hôpital qui n'offre pas toutes les surspécialités d'une spécialité à petit flux. Alors, à ce sujet pour justement qu'on essaye d'harmoniser nos pratiques, toutes les spécialités chirurgicales à petit flux pour justement un big matching qui soit national. Et voilà, pour la plastique,
que c'est ma spécialité. Je sais que le président du collège est tout à fait d'accord avec cette option. Okay. D'accord. Merci. Merci, oui. Luc, il nous reste 2 minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, juste quelques informations. Donc, on va mettre en ligne l'enregistrement, puis on va vous envoyer le lien aussi sur vos adresses mail. Mais on va mettre ça en ligne pour la vidéo. On va aussi s'assurer qu'on va répondre à toutes les questions qui ont été déposées dans le chat. Donc, je ne sais pas, Luc, si tu veux qu'on aborde encore un sujet ou si quelqu'un a une question vraiment très brûlante. Vous avez encore le temps de le taper dans l'interface. Je pense qu'on va proposer des réponses détaillées pour les questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre. Il y a quand même un certain nombre de questions récurrentes sur j'arrive pas à cliquer sur mon téléphone sur le site. En gros, est-ce qu'on peut tout faire de son téléphone? J'en suis pas sûr. Et je pense qu'il vaut mieux être sur un bon vieil ordinateur. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un RTS adjoint parce que je vais être absent au moment des vacances? Je pense que les questions qui ont été posées par certains RTS sont pertinentes et il va falloir qu'on réfléchisse avec l'UNES, les ARS, à donner la possibilité aux responsables de terrain de stage de dénommer un adjoint qui pourrait répondre dans le délai court début septembre du matching. Pour le reste, j'ai pas d'autres remarques à faire, si ce n'est remercier tous les responsables de terrain de stage qui se sont connectés, et on sait qu'on est tard dans l'année et que c'est bientôt les vacances et que l'année a été éprouvante, donc je les remercie pour leur disponibilité. Remercier l'UNES pour tout le travail effectué et c'est peu de le dire parce que c'est une équipe extrêmement active. La DGOS avec Christelle Gallo qui est avec nous pour tous ces webinaires et qui assume sa part. Et je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de bien vous reposer avant de retrouver la plateforme CIMOP Appariement en rentrant de congé. Très bien, merci. Bonsoir à tous et merci à toi Luc pour tout le temps consacré, la clarté des réponses et la disponibilité. Donc bonne soirée à tout le monde et bonnes vacances à ceux qui ont la chance de bientôt partir. Merci à vous et bonnes vacances également. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Ah, c'est bon, on peut parler. Merci.